De nombreux monuments préhistoriques sont cachés sous la terre depuis des millénaires. Ensevelis délibérément par leurs bâtisseurs, certains sont mis au jour par les vents, les vagues et le temps. Ce sont des mégalithes, trésors d'architecture, monuments érigés par l'homme bien avant les pyramides. Bien avant les pyramides? Ça, c'est encore un grand mystère. On trouve les mégalithes surtout au nord de l'Écosse, à Malte, puis en Bretagne. Terre riche en pierres pour construire ces monuments grandioses, cette région en regorge. Menhir, pierre debout, dolmen, monument funéraire, alignement immense à Carnac, à Malte, qui inspire le respect et qui encore aujourd'hui donne bien des interrogations. L'Europe a été peuplée de chasseurs-cueilleurs jusqu'à ce qu'une révolution s'opère il y a 12 000 ans. Un passage fondamental du chasseur-cueilleur au bâtisseur-producteur. Le chasseur-cueilleur a commencé à bâtir avant la sédentarisation. Bâtisseur mais aussi sculpteur. Artiste, avec ses gravures, ses peintures, tout au fond des grottes. Mais nous savions aussi nous maquiller. La première génération sédentaire va ensevelir ses premières constructions. Ce faisant, elle en interdit l'utilisation comme des lieux sacrés. L'homme se met à construire autrement, doit fabriquer ses outils et se met à cultiver. N'oublions pas que nous maîtrisons déjà le feu. Mais comment l'allumait-on? Regardons ça. Là, nous utilisons une pierre riche en magnésium. Nous faisons tomber quelques copeaux de cette pierre sur une feuille ou une écorce d'arbre. Le couteau remplace le silex et nous avons à notre portée du lichen. Mais il existait aussi la méthode par friction. Avec une baguette de bois, nous nous essayons. Nous comprenons qu'il faut qu'elle soit plus longue, car nos mains descendent à mesure que nous faisons la friction. Recommençons.
nous essayons aussi ce que l'on appelle un archer. Mais revenons à notre pierre riche en magnésium, notre lichen. Nous frottons un peu de cette pierre sur notre écorce d'arbre et regardons. Imaginez la première fois où ils ont découvert le feu. Quelle joie! Et maintenant, il ne reste plus qu'à prendre ce tout petit feu et le porter au foyer pour préparer son repas. Une question. Les chasseurs-cueilleurs sont-ils devenus agriculteurs? Ou les agriculteurs sont-ils arrivés d'ailleurs et chassé les chasseurs-cueilleurs? Nous ne sommes que 3 ou 4 millions d'habitants sur la planète. Une chose est sûre, nous sommes restés autant chasseurs que cueilleurs. Il est possible que l'homme se soit sédentarisé pour pouvoir profiter d'une découverte naturelle, la céréale. Pour pouvoir la consommer, il faut rester sur place pour la cultiver, la broyer avec de lourdes pierres, si difficiles à transporter. Alors l'homme reste à côté des grosses pierres et s'arrête de bouger. En même temps restent encore des hommes nomades, une vie qui réserve de nombreux aléas. Les nomades et leurs femmes enceintes sont bien placés pour le savoir. L'on a peu de réserve dans les besaces et quand la nature se fait moins généreuse, l'on souffre du manque. Avec la vie sédentaire apparaît une unité, la famille. L'homme vit autour de ses biens et ces lourdes pierres qui servent à écraser cet étrange grain, le cœur de leur subsistance. Le nomade regarde la nature s'endormir. Pendant que le sédentaire compte ses réserves. Chez les nomades, la cellule, c'est le groupe. Les sédentaires chassent les nomades loin de leur habitation. L'homme change de vie et de comportement. Il devient sans le savoir propriétaire et passe son temps à garder ses réserves, ses récoltes face aux étrangers qui ne sont que des hommes qui bougent encore. Le sédentaire continue à chasser et à cueillir. Il accumule de plus en plus de biens. Posséder devient un objectif où l'on commence à penser que l'on peut obtenir ce que l'on désire grâce aux richesses accumulées. Ce qui n'est pas l'état d'esprit du nomade. Il ne le comprend pas.
Mais le sédentaire attire aussi les rats et autres animaux. Avec toutes ses réserves gourmandes. Seuls certains hommes, notamment les nomades, ont domestiqué le chien, qui n'est autre que le loup. Le sédentaire va vite s'apercevoir du formidable intérêt pour cet animal, ainsi que pour le chat. Le nomade observe tout cela et la sécurité a un pouvoir de séduction énorme. Alors le nomade va se fixer. Mais nous garderons dans nos gènes cette soif de liberté et le goût de l'inconnu. Revenons à la construction. La construction de chaque monument ou habitation prenait beaucoup de temps, car il fallait tout fabriquer, à commencer par les outils. Il en va de même pour l'agriculture. Cela permet aussi de créer une vie de communauté et d'entraide. Les habitations étaient en bois et en cordes. Fabriquées à l'aide de fibres de certains arbres, il fallait entre 12 et 16 000 mètres et 3 à 4 hivers pour fabriquer la corde nécessaire pour une maison. Les murs étaient montés avec les troncs d'arbres, débarrassés de leur écorce et attachés avec cette corde. L'écorce servait ensuite à recouvrir les toits. Puis, un savant mélange de constructions, de bois et de pierre qui dureront plus dans le temps avec leur toit de chaume. Apparaît le lin. Et avec lui, la fabrication des vêtements. La peau des bêtes mangées servait à fabriquer des manteaux et des chaussures. Ils savaient aussi utiliser la nature pour faire des colorants qui leur servaient à peindre dans les grottes. Ils savaient aussi dessiner et sculpter la pierre. La céramique fait son apparition. Il s'agit de la culture rubanée, qui produisait des céramiques ornées de rubans. C'est la première société au monde. Mais nous étions principalement des fermiers agriculteurs. Nous nous sommes disséminés durant plusieurs siècles dans toute l'Europe et avons créé les premiers bateaux. Et l'Homo sapiens ne cessera plus d'inventer, de construire et sélectionner les meilleures graines avant de faire de plus grandes découvertes. Les paysages vont changer, des villages vont apparaître, encore plus grands, plus de naissances. L'homme s'organise. Posséder des biens a une incidence sur ce que l'on peut faire ou obtenir des autres. Et le moins riche devient le moins puissant. Avec la richesse, on arrive la compétition entre hommes et un conflit entre deux individus déclenche vite la discorde entre deux clans et ainsi de suite. Curieusement,
l'on croit plus aux esprits qu'en la nature elle-même. Mais malgré ça, arrive l'invention de l'irrigation, dont certains hommes étaient très sceptiques face à cette idée ingénieuse. Quelques-uns vont tout de même se mettre à ce dur labeur, qui est de creuser, d'irriguer, pour arriver à faire venir cette eau si précieuse. Sous les moqueries de ceux qui les prenaient pour des fous. Et quand arrive une grande sécheresse et que prier les dieux ne sert pas à grand-chose, on commence à s'intéresser d'un peu plus près à ceux qui ont essayé et durement travaillé. L'échange apparaît et apaise les conflits et renoue les dialogues. Puis l'on comprend que si l'on cloisonne les animaux sauvages mâles et femelles, on a des petits. C'est la reproduction maîtrisée et cette nouvelle va bientôt faire le tour du monde. Et maintenant va se produire un changement radical et fondamental dans l'alimentation humaine. Tant que l'homme reste chasseur-cueilleur, il a une alimentation et un mode de vie très naturel, bien différente et à l'écoute de son corps. Il a peu de descendance, car les femmes ne sont pas fécondes tant qu'elles allaitent. L'intervention et l'apparition de l'agriculture va entraîner ce changement radical. L'arrivée du bétail, dont la première race de vaches nous arrive du Proche-Orient, croissant fertile, les moutons d'Anatolie, les céréales fournissent des glucides à profusion et les animaux domestiqués donnent une viande plus grasse, dont l'être humain ingère plus de graisse. Ce changement fait que les femmes peuvent être enceintes quasiment chaque année. Et c'est notre principal problème à l'échelle de la planète. De l'orge, bien sûr du blé, et même le gland. Puis les hommes sont plus nombreux, doivent partager l'espace. C'est la naissance de plus grands villages. L'agriculture, l'irrigation, l'élevage. L'homme peut se dire à ce moment-là qu'il manipule le monde des vivants et prend le dessus sur les animaux. Les échanges de biens vont bientôt être relayés par des échanges de savoir-faire, de la technique. Grâce aux échanges, les innovations et les informations vont circuler sur de plus grandes distances et les hommes vont évoluer plus rapidement. Le loup devient chien. Le mouton et la chèvre sauvage seront domestiqués au Proche-Orient et en Asie. Le sanglier sera transformé en cochon. L'on fera du mâle de la vache venue du Proche-Orient et en Asie un bœuf. Les poules sont domestiquées au Pakistan, l'âne en Palestine, le cheval entre l'Europe et l'Asie centrale,
Mais de terribles épreuves attendent les hommes. Nous sommes 3500 ans avant Jésus-Christ. La roue et le chariot sont arrivés. De nombreux métiers avec eux. Comme le forgeron, les potiers, bien sûr tisser ses vêtements. Chacun a son champ et sa maison, et les disputes qui vont avec apparaissent. Apparaissent aussi les décisions collégiales. Les premiers métaux apparaissent à l'état naturel comme le cuivre, l'or que l'on fait fondre pour créer des objets et outils, mais ceux-ci restent fragiles, pas assez durs pour les outils. Nous y reviendrons. La concentration des hommes regroupés favorise, sans qu'on ne le sache, microbes et bactéries, et les maladies apparaissent. Ce que l'homme n'a pas pu prévoir, c'est que les animaux déjà à l'état sauvage sont porteurs des maladies épidémiques. Et l'élevage va créer les conditions idéales pour nous les transmettre. La rougeole, la tuberculose, la grippe, la petite vérole. Tous ces fléaux nous sont transmis par notre propre bétail. Des familles entières disparaissent. Alors, dès les premiers symptômes, il fallait quitter le village. Comme si en portant le mal, nous étions maudits. Souvenez-vous, l'on croit aux esprits. C'est donc l'exclusion pour les hommes. Sans le savoir, l'on pratique la quarantaine, les malades étaient chassés de chez eux et leurs maisons marquées à la chaux. Ces gens-là erraient dans la nature, mourant les uns après les autres. Le feu éloigne les mauvais esprits. Durant une épidémie, il fallait aussi se débarrasser des animaux morts. L'idée était de les mettre au feu, puisque le mal venait d'eux. Et sans le savoir encore une fois, l'on répondait à une solution sanitaire indispensable. Les épidémies partagent plusieurs caractéristiques. Elles se propagent vite et efficacement d'une personne affectée à l'autre. Et ce sont des maladies aiguës, où l'on en meurt, où l'on se remet complètement dans un court laps de temps. Pendant ce temps, certains, restés au village, en profitent pour s'enrichir, en s'appropriant les biens des gens chassés de leur maison. À ce moment-là, se forment des chefs et des servants bien récompensés pour tenir leur langue. Pour les gens chassés, les quelques hommes sauvés qui ont marché longtemps en nomade rencontrent d'autres hommes venus d'ailleurs. C'est la découverte du cheval. Venu d'Anatolie, puis avec eux le bronze et ses forgerons alchimistes. Quelle était cette matière dure, belle et très résistante? Combien de mélanges a-t-il fallu pour la découvrir? Le cuivre et l'étain en étaient le secret.
Nous allons pouvoir fabriquer des outils plus solides maintenant. Une autre forme de pouvoir est née et sa lutte avec. L'amour du cheval gagnera une bonne partie d'entre nous, mais il va falloir encore 2000 ans pour apprendre à le monter. Le goût de la propriété, le plaisir du pouvoir, la peur de le perdre, toutes ces facettes ont forgé la vanité de l'homme, et sa vanité est son propre bûcher. De nouveaux royaumes vont naître, basés sur la prospérité de leur peuple. Il faut redistribuer les richesses au lieu de les accaparer. Mais pour avoir de richesses sans les prendre aux siens, il faut aller les chercher ailleurs. Ainsi seront inventés. Dans les 2000 ans qui vont suivre, partout sur la planète, de grandes cités verront le jour. En Asie, au Moyen-Orient, en Méditerranée et bien d'autres. Les agglomérations les plus riches vont vouloir s'agrandir. Elles vont lever les premières armées. La première cité sera en Mésopotamie, à l'actuel Irak. Là, nous sommes en 2500 ans avant Jésus-Christ. Mais depuis longtemps déjà, un autre peuple a bien avancé. Nous partirons pour l'Égypte et son grand art qui œuvre depuis près de 4000 ans avant Jésus-Christ.